Lorsque l'odeur familière du mazout lourd et de l'eau salée de la base navale de Toulon m'a envahi les poumons, ce n'est pas de la nostalgie que j'ai ressentie, c'était la guerre. Mais cette fois-ci, l'ennemi n'était pas un navire apparaissant à l'horizon ou un missile brillant sur le radar. L'ennemi se tenait juste en face de moi. Antoine, le jeune ingénieur en chef, avec son uniforme impeccable et immaculé, sa tablette dernier cri qu'il ne lâchait pas, et son sourire dédaigneux et méprisant collé au visage. Nous étions dans la salle des machines du Le Triomphant, le dernier né de la marine française, qui a coûté des milliards d'euros. Cet endroit était mon sanctuaire. J'avais passé 40 ans entre ces murs d'acier, au milieu du grondement des turbines et du rythme des pistons. Mais aujourd'hui, je me sentais comme un étranger dans ma propre maison, pire encore, comme un intrus. Je portais ma combinaison bleue, tachée par les années, et l'honneur, dont la couleur était désormais délavée. Mes cheveux étaient devenus blancs, mes mains étaient couvertes d'innombrables brûlures et coupures. Pour Antoine et son équipe, cette image n'était pas le signe d'une expérience respectable, mais une tache qui gâchait l'esthétique. Antoine ne s'adressait pas à moi avec sa tablette, mais à son jeune assistant, comme s'il y avait un mur invisible entre nous. Mais il avait délibérément haussé le ton pour que je l'entende. Les rapports en provenance de Paris sont impeccables. Les mises à jour logicielles sont terminées. Je ne comprends pas pourquoi nous continuons à laisser ces anciens employés traîner ici. Ce n'est pas un musée, le Triomphant, c'est le summum de l'ère numérique. Je serrais les dents, c'était ce moment de colère froide que nous avions analysé. Pleurer? Jamais. Crier? Pas encore. Je me suis simplement arrêtée et j'ai écouté le bruit du moteur. J'entendais ce qu'il n'entendait pas. Il me regardait comme on regarde une vieille dame qui ralentit la file d'attente au supermarché. Mais il y avait une chose qu'ils ignoraient. C'était moi qui avais dirigé l'équipe qui avait réalisé les premiers dessins de ces moteurs, de ces systèmes de refroidissement complexes, de ces arbres gigantesques. Le sergent-chef à la retraite, Sophie Bernard, l'oreille d'or, dont on murmure le nom dans les légendes de la marine, mais ils ne le savaient pas. Pour eux, j'étais une grand-mère sénile, appelée sous le titre de conseillère technique après ma retraite, uniquement pour le plaisir des souvenirs, et peut-être pour gagner un peu d'argent de poche. Dans le bruit assourdissant de la salle des machines, Antoine s'est tourné vers moi. Son expression montrait que sa patience était à bout. « Madame Bernard », dit-il en choisissant ses mots un à un, comme s'il s'adressait à quelqu'un de peu compréhensif. « Écoutez, cet endroit peut être très dangereux. De plus, l'amiral et le capitaine vont bientôt descendre pour inspecter les lieux. Nous ne voulons pas voir ici, comment dire, des éléments non professionnels. Pourquoi n'iriez-vous pas vous acheter un bon croissant et un café à la cantine? Nous nous occupons de tout ici. » Éléments non professionnels. Ces mots m'ont transpercé la poitrine comme une balle. Mais je n'ai pas saigné, je suis restée de glace. À ce moment précis, avant d'arriver au moment le plus émouvant de l'histoire, si vous avez déjà été méprisé au moins une fois dans votre vie, non pas à cause de votre expérience, mais uniquement à cause de votre âge ou de votre apparence, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Car ce qui va se passer dans quelques instants sera notre revanche à tous. Votre histoire prendra vie dans ma voix. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai plongé mon regard dans celui d'Antoine. J'ai senti entre mes doigts le vieux tournevis aux manches usées qui se trouvait dans la poche de ma combinaison bleue. C'était mon arme, mon outil. Ce moteur, ai-je dit, surpris moi-même par le calme de ma voix. Ce moteur ne respire pas, Antoine. Il étouffe. Antoine éclata de rire. Les deux autres jeunes ingénieurs à ses côtés se joignirent à lui. Il tendit sa tablette vers moi. L'écran affichait des graphiques verts et des données impeccables. « Les données ne mentent pas, madame », dit-il d'un ton moqueur. « Les capteurs indiquent que tout fonctionne à 100% de son efficacité. Peu importe ce que disent vos intuitions ou vos oreilles arthritiques, c'est la science qui parle ici. S'il vous plaît, sortez, immédiatement. » Il était sur le point de tourner le dos et de partir quand ce bruit retentit. D'abord un léger gémissement, puis un cliquetis irrégulier. Et enfin, ce terrible grincement métallique qui secoua le gigantesque vaisseau de ses fondations. Geirs! L'air stérile et contrôlé de la salle des machines se transforma soudainement en chaos. Les voyants rouges d'alarme sur le mur se mirent à clignoter. Les sirènes déchirèrent les oreilles. Le sourire arrogant sur le visage d'Antoine s'effaça en quelques secondes. Il devint livide. Il serra fermement sa tablette entre ses mains tremblantes.
Il regardait l'écran, mais n'en croyait pas ses yeux. « C'est impossible !» cria-t-il pour couvrir le bruit des sirènes. « Le système ne présente aucune erreur. Les indicateurs sont normaux. Que se passe-t-il ?» Le vaisseau tremblait comme s'il était secoué par une main géante. De la vapeur s'échappait des tuyaux en sifflant. Les jeunes ingénieurs couraient dans tous les sens, paniqués, appuyant sur des boutons sans comprendre. Les tablettes, les données numériques, le logiciel auquel ils faisaient tant confiance. Tout avait échoué. Quant à moi, je restais immobile, sans bouger d'un pouce. J'étais le seul point calme au milieu du chaos, parce que je ne faisais pas confiance. Aux données, mais au métal. Et le métal criait, il souffrait. Antoine s'est tourné vers moi. Il n'y avait plus trace de mépris dans ses yeux, seulement une peur pure et simple. Mais son arrogance l'empêchait de demander de l'aide. Il cherchait quelqu'un à blâmer. « Toi !» cria-t-il en me montrant du doigt. « Tu as sûrement touché quelque chose. Vieux maladroit, dégage d'ici, je vais appeler la sécurité. » À ce moment précis, la lourde porte en acier de la salle des machines s'ouvrit dans un grand fracas. Le capitaine, les épaulettes brillantes, le visage tendu par l'inquiétude, entra, suivi de son équipe. Le capitaine aperçut Antoine, paniqué, et moi, figé comme une statue, au milieu de la vapeur qui envahissait la pièce et des lumières rouges clignotantes. Antoine s'est immédiatement précipité, soucieux de se sauver. « Capitaine, cette femme, cette civile, a peut-être commis un sabotage. Elle a bloqué le système, les moteurs ne répondent plus. » Le capitaine ne regarda même pas Antoine. Ses yeux étaient rivés sur moi. Avec la discipline militaire acquise au fil des ans, il ignora le chaos et se concentra directement sur moi. Quand Antoine a compris comment le capitaine me regardait, moi, la grand-mère à ses pieds, il a compris que l'histoire n'était pas du tout celle qu'il croyait. Mais pour lui, il était déjà trop tard. Je suis Sophie Bernard, et c'était mon bateau. Il était temps de leur donner une leçon. Mais avant cela, je devais faire taire ce monstre. Je sortis le tournevis de ma poche. Le jeu ne faisait que commencer. Lorsque le capitaine Jean-Luc Renard se tint au milieu de la salle des machines enfumées, le temps sembla s'arrêter un instant. Les sirènes hurlaient toujours, mais la voix stridente d'Antoine fut soudainement coupée par la présence du capitaine. Antoine avait été surpris, la main en l'air, le doigt toujours pointé vers moi. Dans ses yeux, on pouvait lire ce regard calculateur qui cherchait à évaluer l'effet que ces calomnies allaient avoir sur le capitaine. Il avait probablement déjà imaginé le scénario. Le capitaine allait faire arrêter cette vieille folle, et Antoine allait rédiger son rapport en se présentant comme le héros qui avait sauvé la situation. Mais le capitaine Renard ne regarda pas Antoine. Il ne détourna pas son regard de moi une seule seconde. L'expression sévère et burinée de son visage s'adoucit. Avec un sérieux à la hauteur du poids des galons sur ses épaules, il se tint au milieu de tout le monde, dans ce vacarme chaotique, et joignit fermement les talons. Puis il fit un salut militaire. À moi, à cette vieille femme vêtue d'une blouse bleue, les mains et le visage couvert de graisse. « Faites votre rapport, sergent-chef, » dit Renard. Sa voix était assez forte pour couvrir le bruit, mais tout aussi respectueuse. La mâchoire d'Antoine semblait s'être crispée encore plus fort que la tablette, coûteuse qu'il tenait dans ses mains. Ses yeux semblaient sortir de leurs orbites. « Capitaine » balbutia-t-il d'une voix aiguë. « Sergent-chef ? Mais c'est un civil à la retraite. Ce n'est qu'un… » Le capitaine Renard tourna lentement la tête vers Antoine, avec un calme mortel. C'était le genre de regard qu'un amiral lui-même ne voudrait pas subir. « Elle » dit le capitaine, ces mots frappant Antoine comme une gifle. C'est la femme qui a conçu le cœur de ce navire. Quand vous buviez encore votre lait à l'académie militaire, elle était déjà dans ses moteurs, lieutenant. Si Madame Essam ou Madame Bernard a touché à quelque chose, soyez sûr que ce n'est pas pour le détériorer, mais pour couvrir votre incompétence. Antoine déglutit. Son teint passa du blanc au violet. C'était à son tour d'être humilié. À ce moment-là, le triomphant fut à nouveau secoué. Cette fois, la secousse fut si violente qu'Antoine perdit l'équilibre et dut s'agripper à la rambarde. L'air comprimé qui s'échappait en sifflant de la conduite de vapeur principale produisait un sifflement mortel. « Le régime moteur augmente de manière incontrôlée !» cria l'un des jeunes assistants, la voix pleine de panique. « Le système d'arrêt d'urgence ne répond pas ! Nous allons exploser !»
Antoine Sulfied, terrifié, se précipita sur sa tablette. Ses doigts parcouraient frénétiquement l'écran. Le logiciel devrait arrêter ça. Il refuse les commandes. Pourquoi refuse-t-il? Le capitaine se tourna vers moi. Ses yeux reflétaient l'obéissance d'un soldat attendant les ordres. Sophie, dit-il, laissant de côté toute formalité, le vaisseau est à toi. Ce fut le moment le plus doux de ma vie, mais je n'avais pas le temps de savourer ma victoire. Si ce moteur explosait, ce n'était pas seulement la carrière d'Antoine qui serait détruite, mais nous tous. Écarte-toi, gamin, dis-je à Antoine. Cette fois, je ne criais pas, je murmurais, mais ce murmure était plus efficace que toutes les sirènes. Antoine s'écarta comme hypnotisé. Je me suis dirigée vers le bloc moteur. L'énorme monstre à 16 cylindres se tordait de douleur. Tout le monde regardait les tablettes, les écrans, les chiffres numériques clignotants. Mais la solution n'était pas là. J'ai sorti le tournevis que j'avais dans ma poche. Mon vieux tournevis de 30 ans, dont le manche était usé et la pointe légèrement tordue. Antoine m'a chuchoté dans le dos. « Qu'est-ce qu'il fait? Avec un tournevis? Ce moteur vaut 50 millions d'euros. Il ne peut pas y toucher. » Je ne l'ai pas écouté. J'ai fermé les yeux. J'ai appuyé la pointe métallique du tournevis sur le corps vibrant du moteur, juste en dessous du couvercle du 3e cylindre, à cet endroit très particulier. J'ai appuyé le manche en plastique du tournevis contre mon oreille, juste au-dessus de l'os. Le monde est devenu silencieux. Les sirènes, le bourdonnement, d'Antoine, le sifflement de la vapeur. Tout s'est estompé en arrière-plan. Seul le bruit du métal est resté. J'ai écouté cette vibration qui passait de mes os à mon oreille interne, puis à mon cerveau, le mouvement des pistons, l'ouverture et la fermeture des soupapes, le jaillissement du carburant des injecteurs. C'était une symphonie, et dans cette symphonie, une seule note était fausse. Les gens croient généralement que la technologie peut tout résoudre. Mais si vous me regardez en ce moment, n'oubliez jamais ceci. Même l'intelligence artificielle la plus avancée ne peut remplacer l'expérience d'une personne passionnée par son travail. Si vous aussi vous avez été réduit au silence sur votre lieu de travail parce que vous êtes un vieux de la vieille, mais que vous avez finalement eu raison, partagez cette vidéo. Partagez-la pour que notre voix soit plus forte. J'ai continué à écouter. Clic, clic, frottement, clic. Il était là, au fond, dans l'angle mort des capteurs. Il y avait un retard de quelques millisecondes dans le timing de l'injection de carburant que le logiciel qualifiait de « parfait ». Et ce retard créait une micro-vibration dans le palier du piston N2G4. Cette vibration était perçue et filtrée par les capteurs comme une résonance naturelle du moteur. En d'autres termes, la tablette d'Antoine considérait la catastrophe comme une procédure de fonctionnement normale. J'ai ouvert les yeux. La soupape d'injection N2G, dis-je calmement. Elle n'est pas desserrée, elle n'est pas fissurée, elle est juste fatiguée. Antoine m'a regardé d'un air stupide. Fatiguée? Le métal ne se fatigue pas, madame, il se casse ou se tord. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis tournée vers le capitaine. Capitaine, j'ai besoin d'une clé de 13 mm, et vous n'avez pas besoin d'arrêter le moteur. Réduisez simplement le régime à 1500 tours, manuellement. Antoine s'écria. Manuellement, c'est impossible. Le système a verrouillé toute intervention manuelle. Le capitaine Renard s'est tourné vers Antoine. Vous n'avez pas entendu, lieutenant? Activez le contrôle manuel, immédiatement. Les mains tremblantes, Antoine entra les codes pour désactiver le système autonome auquel il faisait confiance. Peut-être pour la première fois de sa vie. Le régime du moteur baissa légèrement, mais les secousses continuaient. Un technicien me tendit la clé que je demandais. Je grimpai sur le moteur. La chaleur me frappait le visage. J'atteignis la soupape N2G4. Il y avait un écart trop petit pour être visible à l'œil nu. « Te voilà », murmurai-je, comme si je caressais la tête d'un enfant turbulent. J'ai placé la clé dans l'écrou. Un quart de tour. Je l'ai tournée d'un quart de tour vers la gauche, puis d'un demi-tour vers la droite, et encore d'un quart de tour vers la droite. C'était un réglage intuitif qui ne figurait pas dans les manuels. Je rappelais au métal où il devait être. Et tout à coup, le bruit s'est arrêté. Ce monstre énorme qui grinçait, tremblait et semblait sur le point d'exploser se mit soudain à ronronner comme un chat docile. Les vibrations cessèrent, les lumières rouges virèrent au vert. Un silence paisible s'est installé dans la salle des machines. Je suis descendue du moteur. J'ai essuyé l'huile sur mes mains avec ma célèbre combinaison bleue. Je me suis dirigée vers Antoine.
Sa bouche s'était tellement ouverte qu'on aurait pu y glisser une clé anglaise. Tu as dit que les données ne mentent pas. As-tu comment tu poses ton esprit, mon garçon? Lui ai-je demandé, sans la moindre trace de triomphe dans la voix. Seule une réalité fatiguée s'en dégageait. Je remis mon tournevis dans ma poche. Les données ne mentent pas, mais les données n'entendent pas tout. Parfois, il suffit juste d'écouter. Le capitaine Renard sourit, mais l'expression de choc sur le visage d'Antoine laissait peu à peu place à autre chose. De la honte? Non. Ce garçon n'éprouvait aucune honte, ce que je voyais dans ses yeux était plus dangereux. De la rancœur. Il ne me remercierait pas d'avoir corrigé mon erreur. Il ne me pardonnerait jamais de l'avoir humilié devant tout le monde, et je ne me trompais pas. Le vrai combat commençait maintenant, parce que les hommes comme Antoine, incapables de gagner avec leur talent, essayaient de gagner en trichant. Alors que le capitaine me serrait la main, j'ai vu Antoine écrire quelque chose sur sa tablette derrière lui. À ce moment-là, je ne savais pas ce qu'il écrivait, mais je n'allais pas tarder à le découvrir. Et quand je l'ai su, j'ai compris que cette panne moteur n'était pas due à une simple fatigue du métal. C'était un piège, et j'étais tombée dedans de mes propres pieds. En quittant le navire, le capitaine Renard m'avait salué à la manière militaire en me tapotant légèrement l'épaule. « Excellent travail, Sophie », m'avait-il dit. « Les vieilles terres ne rouillent pas, elles se bonifient. » Mais, dis-je, ces mots m'avaient fait sourire tandis que je rentrais chez moi dans ma vieille Peugeot, dans le trafic du soir à Toulon. En entrant dans ma petite maison face à la mer, la fatigue de la journée m'est tombée sur les épaules. L'odeur de l'huile de moteur sur mes mains était pour moi plus précieuse que le parfum le plus cher. Ce soir-là, je me suis servi un bon verre de Bordeaux et j'ai regardé la mer depuis mon balcon. Le goût de la victoire était aussi âpre et puissant que les tanins du vin. J'avais remis Antoine à sa place. Le navire était sauvé. Tout allait bien. Du moins, c'est ce que je croyais. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par la sonnette de ma porte. Il n'était que 7h30. Le facteur m'a tendu une enveloppe jaune portant le cachet « Recommandé ». Sur l'enveloppe figurait le logo froid et officiel que je connaissais bien. Ministère des Armées. Un mauvais pressentiment m'envahit, comme une boule froide dans l'estomac. Y avait-il un problème avec ma pension de retraite? Ou s'agissait-il d'une convocation pour un contrôle médical de routine? J'ai posé l'enveloppe sur la table de la cuisine. Je l'ai ouverte avec précaution à l'aide d'un couteau de cuisine. J'ai commencé à lire le document d'une page qui se trouvait à l'intérieur. Au fur et à mesure que je lisais, j'ai senti mon sang se retirer de mes veines. Ce n'était ni de la colère, ni du choc, mais une pure incrédulité. Madame Sophie Bernard, lors de la panne technique survenue le 14 octobre à bord de la frégate Le Triomphant, il a été constaté que vous avez agi en dehors de vos compétences et de vos fonctions en intervenant physiquement et sans autorisation sur les logiciels de navigation et de contrôle des moteurs sensibles du navire. À la suite de cette intervention, des dommages irréversibles ont été constatés sur le bloc moteur principal du navire d'une valeur de 50 millions d'euros, accélérant la fatigue du métal et aveuglant les capteurs d'étalonnage. Conformément à ce rapport, 1. Votre statut de conseiller technique a été immédiatement suspendu. Une enquête administrative a été ouverte à votre encontre pour atteinte aux biens de la défense nationale. 3. Votre prime de retraite et vos comptes bancaires ont été bloqués à titre conservatoire afin de réparer les dommages causés. La signature en bas m'a donné la nausée. Ingénieur en chef Antoine D. J'ai posé le papier sur la table, les mains tremblantes. Antoine, ce petit garçon arrogant avec sa tablette. Il avait complètement inversé la situation. Il avait qualifié mon intuition, qui avait sauvé des vies de intervention primitive et nuisible. C'était probablement ce qu'il avait écrit sur sa tablette ce jour-là. Tout en regardant le capitaine droit dans les yeux, il rédigeait le rapport qui allait me détruire. Et vous savez ce qui était le pire? Le système le croyait. Parce qu'Antoine avait entre les mains des données numériques, des graphiques et ces journaux logiciels sophistiqués. Moi, je n'avais qu'un tournevis rouillé et l'accord verbal du capitaine à ce moment-là. Mais la bureaucratie ne croit pas aux paroles, elle croit aux documents. À ce moment-là, dans le silence de la cuisine, je me suis sentie pour la première fois de ma vie complètement seule. Mon compte était bloqué, ma réputation était ternie. Et en face de moi se tenait un menteur ambitieux, soutenu par toute la puissance numérique d'un équipement moderne. Si vous aussi vous vous êtes retrouvé au moins une fois dans votre vie dans une situation injuste
à cause des politiques et des mensonges de votre entreprise, alors arrêtez la vidéo et écrivez « Vous n'êtes pas seul », car ce combat n'est pas seulement le mien, c'est celui de tous ceux dont le travail a été volé. Je me suis effondrée sur ma chaise. Mon regard s'est posé sur la photo de mon défunt mari et moi prise lors du bal de la marine, accrochée au mur. Qu'aurait-il dit s'il avait été là? Tu vas abandonner, Sophie? C'est toi qui as dessiné ces moteurs. Tu connais leur langage mieux qu'Antoine. Il avait raison. Antoine avait déclenché une guerre, mais il se battait sur le mauvais front. Il pensait gagner la guerre dans le monde numérique, celui des rapports et des tableaux Excel. Mais il avait oublié une chose. Les traces numériques peuvent être effacées, manipulées. Mais le métal ne ment jamais. Et j'étais la reine du métal. Je me suis levée. Je n'avais pas de larmes. Seule cette froideur familière était de revenu. J'ai pris mon téléphone. J'ai trouvé dans mon répertoire un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années. Pierre, surnommé le Vieux Loup, retraité du parquet militaire. Après 3 sonneries, il a répondu. J'ai entendu la voix grave de Pierre qui sentait la fumée de pipe. « Sophie? Quelle surprise! Qu'est-ce qui te ramène ici ?»« Ce n'est pas le vent, Pierre, » ai-je répondu d'une voix ferme. « C'est la tempête, et cette tempête va faire tomber des têtes. J'ai besoin de ton aide, mais pas par des moyens légaux, du moins pas pour l'instant. »« Que s'est-il passé ?» demanda-t-il en prenant un ton sérieux. « Une souris, » répondis-je. « Une souris s'est introduite dans mon bateau, et j'ai besoin d'un peu de fromage pour la faire sortir. Peux-tu me trouver le casier judiciaire de ce garçon qui s'appelle Antoine, ses notes à l'académie et, surtout, le nom de la personne à qui appartient cette société de logiciels parfaite ?» Pierre rit. « Je connais ce ton, Sophie. Quelqu'un t'a vraiment fait du mal. »« D'accord, donne-moi 24 heures. Mais n'oublie pas, ces enfants de la nouvelle génération ne laissent aucune trace. »« Tout le monde laisse des traces, Pierre, dis-je. Il suffit de chercher au bon endroit. » Je raccrochai le téléphone. Antoine pensait qu'en gelant ma pension, il allait me laisser mourir de faim. Mais il ne savait pas que j'étais plus efficace quand j'avais faim. C'était maintenant à mon tour. Puisqu'il avait attaqué mon monde, ma réalité, j'allais m'infiltrer dans le sien, dans sa forteresse virtuelle et numérique. Je passai de ma cuisine à mon bureau. Parmi les étagères poussiéreuses, je sortis mes anciens dessins de projet, les copies bleues originales des moteurs du Triomphant. Je les étalai sur la table. Dans son rapport, Antoine avait déclaré que les capteurs avaient été désactivés. Cela était techniquement impossible car ces capteurs étaient reliés à un circuit totalement indépendant de la vanne sur laquelle j'étais intervenue. Si les capteurs avaient été désactivés, je n'aurais pas pu le faire. Seule une personne ayant accès au système de l'intérieur pouvait le faire. Mes yeux se sont mis à briller. Antoine ne s'était pas contenté de m'accuser, il avait fait de moi un bouc émissaire pour couvrir sa propre faute. Ces capteurs étaient déjà défectueux, ou alors ils avaient été délibérément désactivés. Je devais le prouver. Et pour cela, je ne pouvais pas retourner sur ce navire. Du moins, pas par les voies officielles. Mais Toulon était une petite ville. Et la plupart des ouvriers, des techniciens, voire des agents d'entretien qui travaillaient dans le port avaient grandi sous ma tutelle. Mon plan commençait à prendre forme, un plan simple, risqué, mais qu'Antoine ne pourrait jamais prévoir. Les règles du jeu avaient changé. Ce n'était plus le tournevis qui allait parler, mais l'information, et Antoine allait bientôt apprendre que « vieille terre » ne signifiait pas « démodé ». Être de la vieille école signifiait avoir des bases solides. Et lui, il avait bâti ses bases sur un mensonge pourri. Dans les ruelles du port de Toulon, il y a un quartier que les touristes et les officiers supérieurs ne fréquentent jamais, qui ne sent que la rouille, la sueur et le tabac bon marché. C'est le refuge des héros invisibles de la marine, les soudeurs, les électriciens et les dockers. Et au cœur de ce refuge se trouve un bistrot miteux appelé « Chez Maurice ». À l'aube, alors que le soleil se levait à peine au-dessus des grues du chantier naval, je me suis retrouvée à la table du fond de ce bistrot. Je ne portais pas ma célèbre combinaison bleue. Pour ne pas être reconnue, j'avais enroulé un châle gris autour de ma tête et enfilé un vieux manteau. Devant moi se trouvait une tasse de café refroidi. La personne que j'attendais est entrée à la fin de son service, Luc. Il y a 10 ans, Luc était un stagiaire boutonneux qui ne savait même pas tenir une clé et qui travaillait à mes côtés.
Aujourd'hui, il était chef de l'équipe de maintenance du Triomphant. Avec son corps imposant et ses mains grasses, il s'assit à ma table, l'air inquiet. Sophie, murmura-t-il en regardant autour de lui. Nous ne devrions pas être ici. Antoine a prévenu tout le monde. Si quelqu'un te parle, il sera immédiatement mis à la porte. Il parle d'espionnage. Mais mettez dans espionnage? Je souris amèrement. Écoutez le moteur que j'ai conçu moi-même, c'est de l'espionnage, Luc. Luc baissa la tête. Ce n'est pas comme tu le penses, chef. Après cet incident, Antoine et son équipe ont mis la salle des machines en quarantaine. Ils ne nous laissent même pas entrer. Seuls les techniciens spéciaux qu'ils ont amenés avec eux peuvent y entrer et en sortir. Au milieu de la nuit, j'ai vu qu'ils sortaient des boîtes noires du navire et les chargeaient dans un minibus civil. Je fronçai les sourcils. Des boîtes noires. Il s'agissait soit d'enregistreurs de données, soit de pièces défectueuses. Luc, dis-je en baissant encore plus la voix, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Tu dois découvrir non pas ce que ces techniciens spéciaux ont installé, mais ce qu'ils ont démonté. Luc a hésité. Il avait peur de perdre son emploi. Il avait raison. Mais ensuite, il a dû se souvenir du jour où je lui avais dit « Il y a des années. Une machine ne ment pas, mais les gens, oui. » Il a mis la main dans sa poche et m'a glissé un bout de papier froissé dans la main. « Je l'ai trouvé dans la poubelle, dit-il. C'est un bon de livraison déchiré. Ça pourra peut-être vous être utile. » Luc s'est levé rapidement et est parti. J'ai déplié le papier dans ma main. Il y avait un bout de code et le nom d'une entreprise. Navisoft Solutions, fournisseur, Shenzhen Tech. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était Pierre qui m'appelait. « Bingo !» dit Pierre, sans même me saluer. Sa voix trahissait l'excitation d'un chien de chasse qui vient d'attraper sa proie. « Sophie, ce gamin qu'on appelle Antoine n'est pas aussi bête qu'on le pensait, mais il s'avère qu'il est beaucoup plus cupide. »« Qu'as-tu trouvé, Pierre ?»« Navisoft Solutions, » a répondu Pierre. « Une entreprise qui vend des mises à jour logicielles à la marine. Sur le papier, elle appartient à un cabinet d'avocats de Lyon. Mais en creusant un peu, j'ai découvert à qui appartient la société écran derrière ce cabinet. Je retins mon souffle. « Au beau-frère d'Antoine, » répondit Pierre. « Et attends, ce n'est pas tout. Cette société ne fabrique pas les capteurs ultra sophistiqués qu'elle vend à la marine pour 2 millions d'euros. Elle les achète 50 $ pièce en Chine et appose une étiquette « fabriquée en France » dessus. Les pièces du puzzle se sont assemblées dans mon esprit. La panique d'Antoine ce jour-là, c'est « cri, le système ne fait pas d'erreur. Les capteurs n'étaient pas défectueux, ils étaient faux. Ils avaient manipulé le logiciel pour masquer la mauvaise qualité des matériaux bon marché. Ils avaient essayé de dissimuler les vibrations étranges du moteur et le clic mortel à l'aide du logiciel. Quand j'ai trouvé cette erreur avec mon tournevis, je n'avais pas seulement serré une vis. J'avais mis des bâtons dans les roues de leur escroquerie de plusieurs millions d'euros. C'est pour ça qu'ils voulaient me faire taire, qu'ils s'en prenaient à ma retraite. Ce n'était pas une question d'ego, c'était une question d'argent, beaucoup d'argent. J'ai regardé le papier froissé que j'avais dans la main. Le papier trouvé par Luc confirmait les dires de Pierre. « Pierre, dis-je, ma voix n'était plus glaciale, mais volcanique. Ces preuves sont-elles suffisantes ?»« Pour le tribunal, peut-être, » répondit Pierre avec prudence. « Mais Antoine a des appuis solides. Il a des oncles et des cousins au ministère. Ils peuvent te faire disparaître ces documents. Il nous faut quelque chose de plus irréfutable, comme un flagrant délit. Tu veux le prendre en flagrant délit ?» murmurai-je, tandis qu'un plan fou se formait dans mon esprit. « Alors donnons-leur une scène de crime. »« Qu'en penses-tu, Sophie ? Ne fais rien de stupide. »« Ce n'est pas stupide, Pierre, » dis-je en sortant du bistrot. « C'est juste un peu à l'ancienne. Si vous avez déjà vu quelqu'un profiter injustement de votre travail, voler vos efforts et s'en attribuer le mérite, écrivez « Je veux justice » sous cette vidéo, car ce que je m'apprête à faire ne concerne pas seulement moi, mais tous ceux qui travaillent honnêtement. Lorsque je me suis mis au volant de ma voiture, ma peur avait complètement disparu. Je n'avais plus qu'un seul objectif, monter à bord de ce navire. Mais cette fois-ci, non pas en tant que grand-mère en tablier, mais en tant que fantôme. Antoine pensait que le navire était en quarantaine. Il pensait que la sécurité était maximale. Mais il avait oublié une chose, c'était moi qui avais dessiné le plan des conduits d'aération du Triomphant. Ce navire avait des veines invisibles sur les plans numériques,
qui n'existait que dans ma mémoire. Cette nuit-là, j'allais m'infiltrer dans ses veines et j'allais voler la boîte noire à laquelle Antoine faisait tant confiance, c'est-à-dire le cerveau central des faux capteurs, juste avant qu'il n'entre dans son repère. Ce n'était pas une vengeance, c'était un nettoyage. Et le nettoyage exigeait parfois de salir un peu. À minuit, le port de Toulon était plongé dans un silence de mort. Seul le feu rythmique d'un phare lointain et le bruit des vagues qui venaient s'écraser sur le quai venaient troubler le silence. Le triomphant gisait sur le quai comme un monstre métallique endormi. Les lumières du pont projetaient les ombres des militaires qui patrouillaient autour. Antoine avait transformé le navire en une forteresse numérique. Système d'accès par carte, scanner rétinien, détecteur de mouvement. Pour un voleur moderne, cet endroit était imprenable. Mais je n'étais pas une voleuse moderne, j'étais la mère de ce navire. Et une mère n'a pas besoin de clé pour entrer dans la chambre de son enfant. Je me trouvais dans le coin le plus sombre du quai, devant une grille rouillée et recouverte d'algues, juste au-dessus du niveau de l'eau. C'était la sortie d'évacuation d'urgence des gaz de combustion du navire. Sur les plans, il était indiqué « supprimer », car les moteurs modernes ne produisaient pas autant de vapeur. Mais lorsque j'ai dessiné les plans, j'ai conservé cette ligne au cas où, en fait comme entrée de service secrète. Il m'a fallu 10 minutes pour démonter la grille à l'aide de mon célèbre tournevis et d'un peu de graisse. L'intérieur était plongé dans l'obscurité totale et empestait l'algue pourrie. J'ai enlevé mon vieux manteau. Je portais à nouveau ma combinaison bleue. J'ai noué mon châle gris autour de ma bouche et je suis entrée dans ce tunnel étroit et humide. J'ai 60 ans. J'ai des rhumatismes aux articulations et mal au dos. Ramper dans un tuyau métallique étroit était comme un suicide pour une femme de mon âge. À chaque mouvement, mes genoux me faisaient souffrir et j'avais du mal à respirer. Mais la colère qui m'animait était un carburant plus puissant que l'adrénaline. Si vous aussi, vous vous êtes déjà senti fini, physiquement ou mentalement dans votre vie, mais que vous avez franchi le dernier pas par pure obstination et par honneur, arrêtez la vidéo maintenant et laissez un emoji. Point. Car à ce moment-là, dans ce tunnel, je rampais non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui n'abandonnent jamais. Après avoir rampé sur environ 50 mètres, j'ai atteint le puits d'aération principal du vaisseau. Cet endroit était plus spacieux. Je ne pouvais pas me lever, mais au moins je pouvais m'appuyer sur mes genoux. Je sentais les vibrations du vaisseau sous mes mains. Mon cœur battait de manière irrégulière. Je souffrais encore. En avançant dans les méandres métalliques, je suis arrivée juste au-dessus de la salle des machines. La lumière qui filtrait à travers la grille en dessous m'a frappé le visage. Je retins mon souffle et regardai en bas. Ils étaient là. Antoine, les manches de sa chemise retroussées, faisait les 100 pas en sueur. À ses côtés se trouvaient 2 des techniciens spéciaux dont Luc avait parlé. Ils ne ressemblaient pas du tout à des ingénieurs. Ils ressemblaient plutôt à des gardes du corps en costume. Sur la table, il y avait des pièces électroniques démontées et une boîte métallique noire, l'enregistreur de données principal. Autrement dit, la boîte noire. « As-tu terminé la sauvegarde ?» demanda Antoine, la voix tremblante de nervosité. « Le capitaine viendra inspecter à 8 heures demain matin. D'ici là, toutes ces fichues erreurs doivent être effacées. Chargez les fausses données indiquant que le moteur fonctionne parfaitement. » L'un des techniciens répondit en mâchant sa cigarette. « Calme-toi, champion. Nos amis chinois ont bien crypté le logiciel. Effacer les anciennes données prend du temps. Mais ne t'inquiète pas, demain matin, ce navire aura l'air tout droit sorti de l'usine. » Sur le papier, murmurai-je pour moi-même. Antoine essayait de gérer la perception, pas la réalité. « Et l'épreuve d'un matériel ?» demanda Antoine. « Le réglage de l'injecteur dont Sophie a parlé ? Et si quelqu'un vérifie ?» L'autre technicien a ri. Personne ne vérifiera, parce que nous allons aussi changer cette pièce. Nous jetterons la pièce défectueuse à la mer et nous en installerons une nouvelle à la place. Personne ne pourra rien prouver. Mon sang se glaça. Ils allaient détruire non seulement le logiciel, mais aussi les preuves matérielles. S'ils faisaient cela, Pierre n'aurait plus rien à utiliser devant le tribunal. Antoine gagnerait et je serais qualifié de vieux fou et saboteur et un traître. Je devais récupérer cette boîte. Tout de suite. Mais il y avait 3 hommes en bas et j'étais une vieille femme coincée dans le vide sanitaire. Comment pouvais-je descendre ? Je ne pouvais pas tous les battre.
Mon regard s'est posé sur un mince tuyau en cuivre qui passait juste à côté de la grille. C'était la ligne de déclenchement manuel du système d'extinction d'incendie, indépendante des capteurs numériques, entièrement. Mécanique, une ligne sous pression, dioxyde de carbone. Si je desserrais ce tuyau, la pièce serait soudainement remplie d'une forte concentration de CO2. Ce n'était pas mortel, mais cela réduirait la visibilité à zéro et rendrait la respiration impossible. Cela provoquerait la panique. J'ai sorti le tournevis de ma poche. « Désolé les enfants », ai-je murmuré. « Vous allez devoir vous rafraîchir un peu. » J'ai appuyé le tournevis contre le raccord du tuyau et j'ai tiré de toutes mes forces. L'écrou rouillé résistait. J'ai serré les dents, mes bras tremblaient. « Allez, allez, espèce de bouc têtu !» Et tisse, le gaz blanc qui s'échappait du tuyau a commencé à envahir Bige. La pièce comme le souffle d'un dragon. Le chaos s'est installé en bas. « Au feu, une fuite de gaz !» a crié Antoine. « Mettez vos masques, ouvrez la porte !» Les techniciens se sont précipités vers la porte en toussant. En quelques secondes, la pièce s'est remplie d'une fumée blanche comme du lait. On ne voyait plus rien. C'était le moment où jamais. Je dévissai rapidement les vis de la grille. Je donnai un coup de pied dans le couvercle pour le faire tomber, puis je sautai à mon tour. Je tombai lourdement sur le sol. Je ressentis une vive douleur à la cheville. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Le gaz me brûlait la gorge. Je pressai ma chemise contre ma bouche et courus vers la table, vers l'endroit que je connaissais par cœur. Mes mains ont parcouru la table. Des câbles, des papiers. Où était cette maudite boîte? Mes doigts ont touché le métal froid, la boîte noire. J'ai tiré violemment sur les câbles et les ai arrachés. J'ai attrapé la boîte et l'ai glissée dans ma combinaison. Je devais m'enfuir maintenant, mais je ne pouvais pas sortir par la porte. Je savais qu'ils étaient là. La seule issue était celle par laquelle j'étais venue. Je suis montée sur la table et j'ai essayé de me hisser dans le vide sanitaire. Mais monter était bien plus difficile que descendre. Mes bras ne pouvaient pas me soulever. Mes vieux muscles étaient sur le point de lâcher. En bas, des ombres sont apparues et à l'entrée de la porte. Le gaz se dissipait lentement. « Il y a quelqu'un à l'intérieur !» cria Antoine. « Il a pris la boîte. Attrapez-le !» Avec mes dernières forces, j'ai poussé un cri de douleur et je me suis propulsée vers le haut. J'ai réussi à rentrer la moitié de mon corps. À ce moment-là, l'un des techniciens a sauté sur la table et m'a attrapée par la jambe. « Je t'ai attrapé, salope !»« Attrapé, salope !» J'ai donné un coup de pied. Le talon de ma botte a frappé violemment le nez de l'homme. Il est tombé en arrière en jurant. Je me suis complètement retirée dans le vide et j'ai commencé à ramper. Je ne pouvais pas distinguer les cris derrière moi. S'agissait-il du bruit des balles frappant les tuyaux métalliques ou simplement du bruit des coups de poing? Mon cœur battait à tout rompre. J'avais, entre les mains, la plus grande preuve de corruption de la marine française. Mais je n'étais pas encore tirée d'affaire. Le navire avait donné l'alerte. Les sirènes avaient commencé à retentir. Et moi, dans un labyrinthe, je rampais vers la sortie, poursuivi par des hommes en colère. Cette nuit-là, je sortirais de ce navire soit en héros, soit en cadavre. Je ne sais pas combien de temps j'ai rampé dans ce tuyau métallique. La peau de mes genoux était écorchée, ma combinaison déchirée. Les bruits derrière moi avaient cessé, mais ce n'était pas bon signe. Cela ne signifiait pas que mes poursuivants avaient abandonné, mais seulement qu'ils avaient changé de stratégie. Antoine et ses hommes devaient courir pour bloquer les sorties d'aération. Ils essayaient de me piéger comme un rat, mais ils avaient oublié une chose. Un rat ne connaît pas mieux son labyrinthe que l'architecte qui l'a conçu. Le système de ventilation longeait la colonne vertébrale du navire. Sur les cartes numériques qu'Antoine avait en sa possession, tous ces tunnels débouchaient sur les couloirs principaux, ou la salle des machines. J'étais donc certain qu'il contrôlait les sorties. Mais en 1985, lorsque j'avais dessiné les premières ébauches de ce navire, j'avais ajouté un étroit conduit de service vertical menant à la salle des pompes de cale. À l'époque, ce conduit servait à évacuer les gaz toxiques en cas d'urgence et était indiqué comme « hors service », point mort sur les plans modernes. Ce chemin n'apparaissait donc pas sur la tablette d'Antoine. Dans l'obscurité, j'ai trouvé le couvercle de cette cheminée à tâtons. J'ai forcé le loquet rouillé pour l'ouvrir. Le fond ressemblait à un puits noir comme de l'encre. Le bruit de l'eau venant des profondeurs et l'odeur de graisse rance m'ont frappé au visage. Cette odeur aurait pu être écœurante pour d'autres, mais pour moi, elle signifiait liberté.
J'ai bien fixé la boîte noire dans ma combinaison et je me suis laissé tomber dans cet espace étroit. J'ai glissé, frotté, heurté et je suis tombée. Finalement, j'ai atterri brutalement sur une grille métallique, ce qui a provoqué une nouvelle douleur aiguë à la cheville. C'était le niveau le plus bas du navire, la cale, l'endroit où s'accumulaient l'eau, l'huile et les déchets. J'ai essayé de me relever mais ma jambe gauche ne me portait pas. J'ai serré les dents et je me suis agrippée au mur. J'étais à bout de souffle. À ce moment-là, une lumière de lampe torche est apparue au bout du couloir. Mon cœur s'est arrêté de battre. M'avait-il trouvé ici? La lumière s'est approchée de moi et s'est posée sur mon visage. J'ai plissé les yeux. « Qui est-ce là ?» demanda une voix tremblante. Ce n'était pas la voix d'un des techniciens bourrus d'Antoine. C'était une voix jeune et effrayée. La personne qui tenait la lampe s'est approchée d'un pas. C'était un jeune marin d'une vingtaine d'années dont l'uniforme était trop grand pour lui, Thomas. Ce garçon frêle dont les mains tremblaient lorsque je lui avais appris à régler les soupapes lors des cours de mécanique le mois dernier. En me voyant dans cet état, le visage couvert de suie, les cheveux en bataille, une boîte noire à la main, il resta figé sur place. « Madame Sophie ?» dit-il avec étonnement. « Que faites-vous ici ?» Tout le navire est en alerte. On parle d'un saboteur. Le capitaine a fait une annonce depuis la timonerie. À ce moment-là, je devais faire un choix. Soit je le neutralisais, soit je lui faisais confiance. Je l'ai regardé dans les yeux. Il y avait de la peur dans son regard, mais aussi du respect. « Je ne suis pas le saboteur, Thomas, » dis-je d'une voix aussi autoritaire que maternelle. « J'essaie simplement de sauver notre navire. Antoine et ses hommes, ils vendent le navire, mon garçon. Moi, je le récupère. » « Maman. » Thomas a hésité. Il a tendu la main vers sa radio. Son devoir était de me dénoncer. Si, au moins, une fois dans votre vie, vous avez été confronté à un dilemme entre les règles et votre conscience, et que vous avez choisi votre conscience et fait ce qui était juste, laissez un cœur dans les commentaires. Car ce que Thomas allait faire était l'un de ces moments qui déterminent le caractère d'une personne. Thomas retira sa main du talkie-walkie. Il entendit des bruits de pas venir de l'autre bout du couloir. Les hommes d'Antoine approchaient. « Ils arrivent », murmura-t-il. Il éteignit sa lampe. La trappe de vidange numéro 3. Elle s'ouvre sous le quai. Elle est verrouillée, mais le code... « Le code, c'est mon année de naissance, dis-je en souriant. Parce que c'est moi qui ai fait installer cette serrure. Thomas sourit. Dépêchez-vous, madame, je vais les retenir. Je me dirigeais en boitant vers la trappe numéro 3. J'entendis la voix de Thomas derrière moi. « Commandant, ici tout est clair. Les bruits venaient du nord, regardez par là. » J'avais les larmes aux yeux. Ce garçon avait risqué sa carrière pour moi. Je lui étais redevable. J'ai entré le code. 1960. La lourde porte hydraulique s'ouvrit en sifflant. L'air salé de la mer envahit l'intérieur. Je me précipitai dehors. J'étais sous le quai, à seulement un demi-mètre au-dessus du niveau de la mer, entre les colonnes de béton et les rochers couverts d'algues. J'entendais le bruit des bottes des soldats qui patrouillaient au-dessus de ma tête. Le vent froid a frappé mon corps en sueur. Je tremblais, la douleur augmentait à mesure que l'adrénaline descendait. Mais je l'avais, j'avais la boîte noire. Le plus difficile restait à faire. Quitter le port. Je ne pouvais pas aller à ma voiture. Ma plaque d'immatriculation avait déjà été transmise à la police. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. C'était le premier endroit où ils chercheraient. Dans l'obscurité, je me mis en route, vers les abris de pêcheurs. Me cachant dans l'ombre, je me glissais comme un fantôme. Je sortis mon téléphone de ma poche. Il était chargé à 12%. J'appelai Pierre. « Je l'ai », ai-je dit, à bout de souffle. « Sophie !» La voix de Pierre était inquiète. « Les nouvelles sont mauvaises. Antoine a déclaré que tu avais attaqué le navire avec une arme et volé des données sensibles, et il a lancé une alerte. Menace nationale. La police te recherche partout. Les entrées et sorties de la ville sont bloquées. » Une menace nationale ? J'ai laissé échapper un rire amer. J'ai servi ce pays pendant 40 ans, Pierre. Je sais. Écoute, ne rentre surtout pas chez toi. Nous devons te mettre en sécurité. Mais je suis peut-être moi-même surveillée. Je vais te donner une adresse. Tu dois t'y rendre. C'est un vieil ami. Qui ? Tu te souviens ? Il y a 10 ans, tu as sauvé ce yacht italien dont le moteur était tombé en panne. Son propriétaire t'avait dit « Je te revaudrai ça quand tu voudras. » Mario ? Ce n'était pas un passeur ? Oui, répondit Pierre. Et ce dont tu as besoin maintenant, ce n'est pas d'un avocat, mais d'un passeur, Sophie. Le seul moyen de quitter la ville, c'est par la mer. Je raccroche le téléphone.
Mario, l'un des hommes les plus sombres et les plus dangereux de Toulon. Mais c'était un homme de parole. Je devais me rendre à l'autre bout du port, dans ce chantier naval délabré que Mario utilisait comme dépotoir. Avec ma jambe blessée, poursuivie par les policiers et les tueurs à gages d'Antoine, je me suis fondue dans l'obscurité de la nuit. Je n'étais plus Sophie, oreille d'or. J'étais une fugitive. Et la chasse avait commencé. La zone de ferraillage à l'est de Toulon est comme les entrailles de la ville. Les squelettes de navires démantelés, les grues rouillées et les conteneurs abandonnés forment des silhouettes gigantesques et effrayantes au clair de lune. Ici, ce n'est pas la loi qui règne, mais le silence. Entraînant ma jambe blessée, j'arrivais à bout de souffle devant la porte en fer rouillé du chantier naval de Mario. Les sirènes de police résonnaient dans toute la ville. Dans le ciel, le projecteur d'un hélicoptère balayait les eaux sombres. Antoine avait mobilisé non seulement la police, mais aussi toute la marine pour me capturer. Je n'eus pas besoin de frapper à la porte. 2 ombres surgirent de l'obscurité, 2 kalachnikovs braqués sur moi, et 2 doberman qui grognaient. « Ne bouge pas !» cria l'une des ombres. Je levai les mains en l'air, je serrai la boîte noire contre ma poitrine. « Appelez Mario !» dis-je d'une voix fatiguée mais déterminée. « Dites-lui que Sophie est arrivée. Oreille d'or. » Les hommes se regardèrent et, à ce moment-là, la porte du bureau conteneur à l'arrière s'ouvrit. Un homme imposant sortit, un cigare à moitié fumé à la main et une veste italienne, coûteuse sur les épaules. Mario. Quand il m'a vu, son visage s'est figé pendant un instant, puis il a éclaté de rire. Mais ce n'était pas un rire joyeux, c'était un rire tendu, dangereux. Il a fait signe aux hommes de descendre. « Sophie ?» dit-il en s'approchant de moi. Il souffla la fumée de son cigare dans mon visage. « Les télévisions parlent de toi, Bella. Traîtresse, saboteuse, terroriste. La prime qu'ils ont mise sur ta tête dépasse même ma fortune actuelle. Je les regardais dans les yeux. Je ne pouvais pas montrer ma peur. Dans ce monde, la peur est comme l'odeur du sang. Elle attire les chiens. Ta fortune a été sauvée il y a 10 ans, lorsque j'ai arrêté le moteur de ce yacht quelques secondes avant qu'il n'explose. Mario, lui dis-je, tu me dois une vie. Je suis venue la récupérer. Mario hésita. Son regard se posa sur la boîte noire que je tenais dans ma main, puis il me regarda à nouveau. « Je suis un marchand, Sophie, pas un saint, dit-il. Te cacher reviendrait à déclarer la guerre à l'État, c'est un risque trop coûteux. Je ne veux pas que tu me caches, ai-je dit. Je veux que tu me fasses sortir d'ici, j'ai besoin d'un bateau rapide, jusqu'à la frontière italienne. Mario sourit. Un bateau rapide? Viens, je vais te montrer quelque chose. Il m'a pris par le bras et m'a entraîné dans un grand hangar. À l'intérieur, une vedette rapide noire comme du charbon, ressemblant à un requin, était recouverte d'une bâche. Le capot du moteur était ouvert et 3 mécaniciens s'affairaient désespérément autour. « C'est la Ombra », dit Mario en regardant le bateau avec amour. 3 moteurs, de course, de 450 chevaux. Il n'est pas détectable par le radar. Mais il y a un problème. Il ne fonctionne pas. L'un des mécaniciens, les mains couvertes de graisse, leva la tête. « Le système d'allumage ne se synchronise pas, patron. Nous l'avons connecté à l'ordinateur, mais nous ne trouvons pas le code d'erreur. Ce bateau ne pourra aller nulle part ce soir. » Mario se tourna vers moi. Ses yeux brillaient d'un éclat malicieux. « Voici le marché, Sophie. Si tu fais démarrer ce bateau, il est à toi. Il t'emmènera jusqu'à la frontière. Mais si tu n'y arrives pas, eh bien, je te livrerai à Antoine et je toucherai ma récompense. C'est juste, non ?» J'ai dégluti. Ma jambe me faisait mal. J'étais sur le point de m'évanouir de fatigue, et ma vie dépendait de ma capacité à réparer un monstre modifié que je n'avais jamais vu auparavant. « C'est juste ?» ai-je répondu. Je suis montée sur le bateau. Je me suis penchée sur le bloc moteur. Cela ne ressemblait pas au moteur naval que je connaissais. C'était une machine sans règles, conçue pour la vitesse pure et la rage. « Éteignez l'ordinateur », ai-je dit au réparateur, « et donnez-moi la clé numéro 17. »« Mais l'ordinateur ?» s'apprêta à protester l'un d'eux. « Les ordinateurs, c'est pour les idiots », ai-je rugi. « Je vous ai dit de l'éteindre !» Je fermai les yeux, je posai ma main sur le métal froid. Je dis à Mario, « Appuie sur le démarreur ». Le moteur a toussé. Grincement, grincement, cliquetis. Il était là. Ce fichu problème de rythme. La soupape d'admission d'air.
murmurai-je. Elle est trop ouverte, le moteur s'étouffe. J'ai intervenu avec la clé que j'avais dans la main. Le métal chaud me brûlait les doigts, mais je ne le sentais pas. Je ne cherchais que ce son, ce rugissement parfait et harmonieux. Mes amis, parfois, la vie vous accule dans un coin, et la seule issue est de faire ce que vous savez faire le mieux, avoir confiance en votre talent. Si vous êtes vous aussi dans une impasse, accrochez-vous à votre talent, c'est votre seul salut. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, un quart de tour à droite, un demi-tour à gauche. Maintenant, ai-je crié. Mario a tourné la clé. Et vroom! L'intérieur du hangar a été secoué par le rugissement d'un animal sauvage. Les moteurs fonctionnaient à la perfection. Le bruit était si puissant que ma cage thoracique en tremblait. Un sourire enfantin apparut sur le visage de Mario. « Magnifique !» s'écria-t-il. « Tu es une magicienne, femme !» À ce moment-là, des coups de feu retentirent à l'extérieur et les aboiements douloureux des chiens. Le sourire de Mario s'est effacé. Il a tendu la main vers sa radio. « Que se passe-t-il » Un grésillement retentit dans la radio. « Patron, raid, des jeeps noirs. Ils ont enfoncé la porte. Les forces spéciales. » Mario me regarda. Il hésita un instant. Il aurait pu me livrer et s'enfuir. Après tout, le moteur tournait. Mais Mario sortit un pistolet de sa poche et me le tendit. « La dette est payée, dit-il. Va-t'en, je vais les retenir. » Abatsu. Il détacha les amarres du bateau. « Tire sur la manette à l'arrière. » La rampe s'ouvre sur la mer. J'ai tiré sur la manette, la porte arrière du hangar est tombée dans l'eau dans un grand fracas. La mer s'étendait devant moi, sombre et invitante. J'ai mis les gaz, le bateau a bondi, la porte principale du hangar s'ouvrit dans un grand fracas. Des hommes vêtus de noir, équipés de grenades fumigènes et de fusils à visée laser, firent irruption à l'intérieur. En tête, Antoine tenait un mégaphone. « Feu à volonté! Arrêtez-le !» Les balles ont commencé à ricocher sur la coque du bateau en produisant des étincelles. J'ai baissé la tête et poussé la manette des gaz à fond. La Ombra jaillit du hangar comme une balle et plongea dans les eaux sombres. Derrière moi, les hommes de Mario et l'équipe d'Antoine avaient engagé le combat. Mais j'étais désormais plus rapide qu'eux. Le vent me fouettait le visage. J'ai porté ma main à ma poitrine. La boîte noire était là. Elle était en sécurité. Mais prendre la mer n'était pas une solution. Car Antoine avait entre les mains la seule chose capable de rivaliser avec ce bateau, le Triomphant. Et cette énorme tache verte qui apparaissait sur mon radar indiquait qu'il me poursuivait. Le bateau que j'avais moi-même conçu venait maintenant me traquer. Dans l'obscurité totale de la Méditerranée, les 3 moteurs de la Ombra rugissaient. Le compteur de vitesse indiquait 50 000. Le bateau bondissait sur les vagues, chaque choc me secouant les os. L'eau salée me frappait le visage comme une lame, mais je ne clignais pas des yeux, car le danger derrière moi était bien plus brûlant que le sel. À environ 2000 derrière moi, la silhouette du Triomphant se dressait comme une montagne. Antoine ne bluffait pas. Le canon de 76 mm du navire était braqué sur moi. Les bras invisibles des radars m'avaient attrapé. Un grésillement retentit dans la radio. Antoine. « Sophie, 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 c'est fini. Tu n'as presque plus de carburant. Et tu es à ma portée. Rends-toi. Jette la boîte noire à la mer et arrête les moteurs. Je te signalerai comme membre d'équipage mentalement instable. Tu ne seras pas emprisonné. Tu seras placé dans un établissement de soins. C'est la meilleure issue pour toi. » Sa voix était si calme, si supérieure. Il me voyait toujours comme une vieille femme malade, pas comme une criminelle. J'ai appuyé sur le bouton de la radio. « Antoine, dis-je dans le bruit du vent, tu as lu le mode d'emploi de ce bateau. Moi, j'ai écrit son âme. Ta vitesse est de 32 nœuds, la mienne est de 50. Tu ne peux pas m'attraper. » Antoine a ri. « Mais mes missiles peuvent rattraper Sophie, ou je peux réduire ce bateau en plastique en miettes avec un simple tir d'avertissement. » Il avait raison. Je n'avais aucune chance en pleine mer. Dans quelques minutes, je serais à portée de tir. Mais j'avais un plan. J'ai mis le cap au sud, vers les rochers des membres de frères. C'était un cimetière de bateaux, marqué impraticable sur les cartes, où les fonds marins étaient hérissés de récifs acérés comme des rasoirs. Antoine a crié dans la radio. « Qu'est-ce que tu fais, folle? Si tu entres là-dedans, tu vas te faire démolir. »« Reviens. » Je ne suis pas revenue. J'ai poussé la manette des gaz à fond. Mes amis, parfois, le chemin le plus sûr est celui que tout le monde qualifie de dangereux.
On ne remporte pas la victoire sans prendre de risques. Si vous avez déjà repoussé vos limites en faisant quelque chose que l'on vous disait impossible au moins une fois dans votre vie, partagez cette vidéo. Le courage est contagieux. Les pointes acérées des rochers brillaient au clair de lune comme les crocs d'un monstre. Il ne restait plus que 100 mètres entre nous. C'est à ce moment-là que j'ai mis mes connaissances à profit. Le système sonar du Triomphant, c'est-à-dire ses oreilles sous-marines, était très sophistiqué, mais il avait un défaut. J'avais remarqué ce défaut lors de la phase de conception, mais il n'avait pas pu être corrigé en raison de contraintes budgétaires. Lorsque le navire naviguait à pleine vitesse et effectuait un virage serré en eau peu profonde, les bulles d'air créées par ses propres hélices aveuglaient que le sonar. Il se produisait alors un angle mort d'environ 40 secondes. Je savais qu'Antoine ne ralentirait pas en voyant ces rochers. Son orgueil ne le lui permettrait pas. Il continuerait à fond jusqu'à la dernière seconde pour me faire peur et me faire changer d'avis. Maintenant, me suis-je écrié. Juste à l'entrée des rochers, j'ai viré la Ombra à un angle impossible, presque au point de chavirer. Le bateau s'est incliné, l'eau a envahi la cabine, mais il n'a pas coulé. Je suis passé entre les deux rochers géants, comme à travers le chat d'une aiguille. Derrière moi, le Triomphant paniquait. En voyant que j'entrais, dans le passage, le grand navire a dû effectuer une manœuvre d'urgence pour ne pas me heurter. Antoine devait crier « À tribord toutes, en avant toutes !» Et ce que j'attendais est arrivé. Les hélices géantes du navire ont brassé l'eau si violemment que des millions de bulles d'air ont recouvert les capteurs du sonar. Les radars se sont remplis de bruit. De bruit blanc. Ils m'ont perdu. Pendant ces 40 secondes d'aveuglement, je me suis glissée dans la grotte derrière les rochers. J'ai coupé les moteurs, j'ai éteint les lumières. Dans l'obscurité, j'ai retenu mon souffle et j'ai attendu. Dehors, juste derrière les rochers, on entendait le bruit furieux des moteurs du Triomphant. Ces projecteurs géants balayaient les rochers. Les faisceaux lumineux ont effleuré l'entrée de la grotte, mais ils ne m'ont pas vue, car pour eux, je n'existais plus. J'étais un fantôme. La voix furieuse d'Antoine retentit dans la radio. « Où est-il passé ? Où est ce fichu bateau ? Il n'y a rien sur le radar. » La voix tremblante de l'opérateur répondit. « Monsieur, le signal a disparu. Je pense qu'il a heurté les rochers et qu'il a coulé. Je ne vois pas d'épave, mais à cette profondeur ?» Antoine resta silencieux pendant un moment, puis il dit « Fouillez la zone » d'une voix qui semblait un peu plus détendue. S'il a coulé, la boîte a coulé aussi. Le problème est résolu. On rentre. Je poussai un profond soupir. Il me croyait mort. C'était mon plus grand avantage. Mais j'avais la boîte. Et j'étais toujours en vie. Ils allaient maintenant retourner au port, pensant avoir remporté la victoire. Quant à moi, je surgirais de l'ombre alors qu'ils sabreraient le champagne pour fêter leur victoire. La mer m'avait caché. C'était maintenant autour de la terre. Je n'irais pas en Italie. Il n'était pas question de fuir. Ma destination était à nouveau Toulon, mais cette fois-ci pas le port, directement l'antre du Lion, au cœur de la bureaucratie en laquelle Antoine avait tant confiance. Sans démarrer les moteurs, je sortis de la grotte avec le courant. La guerre n'était pas finie, seul le front avait changé. À 4 heures du matin, je me trouvais dans la salle d'archives poussiéreuse d'un ancien cabinet d'avocats dans les ruelles de Toulon. Pierre, une tasse de café chaud à la main, se débattait avec la boîte noire que j'avais volée dans la grotte. Je tremblais dans un coin, vêtue de ma combinaison mouillée et déchirée. Les informations du matin passaient à la télévision. La voix du présentateur tranchait comme un couteau le silence tendu qui régnait dans la pièce. Selon un communiqué de la marine, la poursuite qui s'est déroulée hier soir au large de Toulon s'est terminée tragiquement. Le bateau piloté par Sophie Bernard, une ancienne employée mentalement instable, aurait heurté des rochers et coulé. Les opérations de recherche et de sauvetage ont été vaines. Le chef ingénieur de la marine Antoine D a déclaré « C'est une perte très triste, j'aurais aimé pouvoir l'aider plus tôt ». Le visage d'Antoine est apparu à l'écran. Il essayait de paraître triste, mais je pouvais voir cette lueur sournoise dans ses yeux. Il était soulagé. Son plus gros problème avait coulé au fond de la Méditerranée. Le salaud, marmonna Pierre, il va te faire passer pour un fou et classer le dossier. Et il va signer le contrat d'1 million avec Navisoft lors du gala de ce soir. Le gala ? Demandai-je en levant la tête. Oui, répondit Pierre.
La nuit de l'innovation navale. Tous les amiraux, les responsables du ministère et la presse seront là. Antoine célébrera la réussite de la réparation du Triomphant et signera le contrat pour la nouvelle génération de capteurs. Il sabrera le champagne pendant que tu seras enterrée, Sophie. Je serrai les dents. C'en était trop. Non seulement il m'avait volé mon travail, mais il avait aussi sali mon honneur. À ce moment-là, l'ordinateur de Pierre a émis un bip. « Sophie !» a crié Pierre. « Viens voir ça !» Je me précipitai vers la table. Des lignes de code complexes défilaient à l'écran. « Tu avais raison, » dit Pierre en pointant une ligne du doigt. « Regarde ici, il est 14h42, 3 heures avant la panne du moteur. Un patch a été installé dans le système. Nom du fichier. Sensor Override Protocole X. Ce patch ordonne au capteur d'ignorer les données de surchauffe. Donc, ils ont délibérément aveuglé le moteur, dis-je. Mieux encore, dit Pierre en souriant. L'adresse IP et l'identifiant utilisateur du terminal à partir duquel cette commande a été saisie ont été dissimulés dans les journaux, mais de manière maladroite. J'ai déchiffré le cryptage. La commande provenait de l'utilisateur admin Antoine. La preuve dont nous disposions n'était plus une hypothèse, c'était un aveu. Antoine avait saboté le système de sécurité du navire depuis son propre ordinateur. « Ça suffit, Pierre, dis-je. Allons voir la police. » Pierre secoua la tête. « Si nous allons voir la police, les oncles d'Antoine au ministère interviendront. Ils diront « Ces journaux sont faux. » Sophie les a manipulés. L'enquête durera des mois. D'ici là, Antoine aura pris l'argent et se sera enfui. Et toi, tu resteras dans ta tombe, considéré comme un fou. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Pierre se cala dans son siège. Nous le jugerons non pas dans une salle d'audience, mais devant le public, lors de ce gala, en direct à la télévision. Mes yeux se sont mis à briller, entrés dans la tanière du lion. Mais comment vais-je entrer là-bas ? Dis-je en montrant les haillons que je portais. Je suis un fugitif mort, Pierre. Les agents de sécurité à l'entrée me tueront dès qu'ils me verront. Pierre sourit et désigna une vieille armoire en acajou dans le coin de la pièce. Je savais que tu cachais les affaires de ton mari, Sophie, mais j'ai aussi caché tes anciennes affaires. Il a ouvert l'armoire. À l'intérieur, dans une housse en nylon, était suspendu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Mes uniformes de cérémonie. La veste blanche, les galons dorés, les médailles sur ma poitrine, les honneurs du sergent-chef à la retraite Sophie Bernard. Un fugitif mort ne peut pas entrer au bal, dit Pierre, mais un héros de guerre, personne ne peut l'arrêter à la porte. Hop, pom. J'ai pris l'uniforme dans mes mains, le toucher du tissu m'a rappelé qui j'étais. Je n'étais pas une victime, j'étais un soldat, et c'était ma dernière mission. Si, dans votre vie, vous êtes ressuscité de vos cendres au moment où tout le monde vous croyait fini, et que vous vous êtes dressé face à ceux qui vous avaient ignoré, écrivez « Je suis là » sous cette vidéo. Car ce soir, nous allons faire vivre à Antoine son pire cauchemar, la vérité. Il est 20h. La salle de bal du musée Pompon Naval de Toulon était illuminée. Des voitures de luxe se garaient devant la porte. Des personnes élégamment vêtues marchaient sur le tapis rouge. À l'intérieur, Antoine, un verre à la main, racontait quelque chose à l'amiral en riant. Des images du triomphant défilaient sur l'écran géant. Le gardien de sécurité à la porte arrière de la salle a vu une silhouette sortir de l'ombre et a mis la main sur son arme. Mais il s'est arrêté. Devant lui se tenait une vieille femme vêtue d'un uniforme blanc repassé, avec la Légion d'honneur sur la poitrine et une boîte métallique noire à la main. Mes cheveux étaient relevés en chignon. Mon visage ne trahissait ni peur ni fatigue. « Votre invitation ?» demanda l'agent, la voix tremblante. Il m'avait reconnue. J'étais la folle morte dont parlaient les journaux, mais mon attitude était si imposante qu'il ne pouvait intervenir. « Voici mon invitation, » dis-je en brandissant la boîte noire. « Et c'est moi l'invité d'honneur de la fête qui se déroule à l'intérieur. » L'agent déglutit. Il tendit la main vers sa radio, mais j'avais déjà commencé à marcher. J'arrivais aux doubles portes du grand salon de la musique et des applaudissements provenaient de l'intérieur. Antoine était à la tribune. Malgré ceux qui ont tenté de nous en empêcher, malgré ceux qui manquaient de vision, avons-nous dit au micro « Nous avons construit l'avenir. Le triomphant est désormais plus puissant. » Je pris une profonde inspiration. Pierre devait avoir réglé le problème de connexion dans la salle de projection. J'attendais son signal. J'ai poussé les portes. Le bruit des portes s'ouvrant fit tourner toutes les têtes vers moi. La musique s'arrêta.
Les verres restèrent suspendus en l'air. Antoine est devenu blanc comme un linge, comme s'il avait vu un fantôme. Le micro lui a glissé des mains et «Attends, mes pétasses est tombé par terre». Boum! Dans ce silence, le bruit de mes talons résonna sur le sol en marbre. Tac, 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 je me suis dirigée vers l'estrade. Personne ne m'a arrêtée. Le choc était tel que même les gardes étaient restés figés. Je me suis arrêtée juste en face d'Antoine. Je l'ai regardé dans les yeux. Il n'y avait plus de victoire dans son regard. Il n'y avait qu'une terreur pure et simple. Je posai brutalement la boîte noire sur l'estrade, à côté de la tablette sophistiquée d'Antoine. «Je suis désolée d'avoir divisé votre partie, lieutenant», ai-je dit, ma voix résonnant dans toute la salle, même sans micro. «Mais je crois que vous avez oublié quelque chose.» Sur l'écran géant de la salle, la vidéo de présentation du triomphant s'interrompit brusquement. À sa place apparurent les lignes de code téléchargées par Pierre et l'enregistrement vocal d'Antoine. Le jeu était terminé. Les lignes de code rouge qui défilaient sur l'écran géant de la salle étaient comme autant de pierres jetées sur la carrière, la réputation et la liberté d'Antoine. Mais le coup le plus dur vint de l'enregistrement audio que Pierre avait glissé parmi ces lignes de code. Les haut-parleurs ont retenti de la voix d'Antoine, que je connaissais si bien et qui creusait désormais sa propre tombe. Il s'agissait de l'enregistrement de l'ordre qu'il avait donné aux techniciens dans la salle des machines cette nuit-là. Le capitaine viendra inspecter demain matin. D'ici là, tous ces fichus enregistrements d'erreurs doivent être effacés. Charger les fausses données indiquant que le moteur fonctionne parfaitement. Je me fiche de ce que dit cette vieille femme, ce contrat sera signé. Le silence dans la salle était si intense qu'une épingle tombée aurait fait l'effet d'une bombe. Les coupes de champagne étaient figées dans les mains, les sourires gelés sur les visages. Antoine tremblait à la tribune. Ses yeux cherchaient du soutien, une issue parmi la foule. Puis il s'est tourné vers moi. Son regard sournois s'était éteint, laissant place à une peur sauvage. C'est un montage, cria-t-il d'une voix cassée. Cette femme est une criminelle, c'est une hackeuse. Elle a imité ma voix grâce à l'intelligence artificielle. Amiral, vous me connaissez? Ne croyez pas cette folle. L'amiral, ce vieux loup portant sur ses épaules les plus hauts grades de France, s'avança lentement vers le podium. À ses côtés se tenait Jean-Luc Renard, le capitaine du Triomphant. L'amiral ne regarda même pas Antoine. Il me regarda directement. Puis il regarda les données à l'écran. Et enfin, il regarda la boîte noire rouillée posée sur l'estrade, celle qui avait tout déclenché. «La technologie peut mentir, lieutenant», dit l'amiral d'une voix qui ressemblait à une condamnation à mort. Mais lorsque le capitaine Renard m'a rapporté que cette femme avait trouvé, à l'aide d'un ton simple tournevis, l'erreur que vos logiciels à plusieurs millions de dollars n'avaient pas détectée, je l'ai cru. Je vois maintenant qu'il n'avait pas exagéré. L'amiral fit signe aux militaires en faction à la porte. Faites le nécessaire. 2 soldats montèrent à la tribune. Lorsqu'ils saisirent Antoine par les bras, cet ingénieur arrogant se débattit en criant « Vous ne pouvez pas me toucher. Savez-vous qui je suis ?» Lorsque le métal froid des menottes se referma sur ses poignets, il me regarda dans les yeux. Je lui ai souri. Ce n'était pas un sourire de victoire, c'était juste un sourire paisible. « Oui, nous savons qui tu es, Antoine, » ai-je dit calmement. « Tu es celui qui a oublié d'écouter le moteur. » Alors qu'Antoine était emmené hors de la salle, celle-ci s'est soudainement mise à applaudir. Mais je ne m'attendais pas à des applaudissements. Je me suis simplement tournée vers le capitaine Renard et je l'ai salué. Il m'a répondu avec le même sérieux. C'était mon adieu. 6 mois plus tard, je suis assis sur le balcon de ma petite maison à Toulon, en train de regarder la mer. Le vent emporte les coupures de journaux sur ma table, mais je les ai déjà mémorisées. Antoine D a été condamné à 15 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, faux en écriture et détournement de biens publics. Ses avocats ont tenté de plaider la démence, mais le tribunal a rejeté cette défense. Maintenant, derrière les barreaux, il doit regretter sa tablette, qui ne lui sert probablement à rien. Navisoft. Tous les actifs de la société ont été saisis. Le beau-frère d'Antoine et le réseau qui produisait ces capteurs contrefaits ont été démantelés. L'État a reversé les millions qu'il leur avait soutirés au budget de la marine. Pierre, grâce à cette grande victoire judiciaire qu'il a remportée grâce à moi, il est sorti de sa retraite.
Il occupe désormais le poste de conseiller juridique principal de la marine. Le jeune Thomas, ce courageux garçon qui ne m'a pas dénoncé, a été récompensé par le capitaine Renard en personne et envoyé suivre une formation d'officier. Mario, certains petits dossiers le concernant ont disparu grâce au toucher magique de Pierre. Il travaille toujours dans ce chantier naval, mais au lieu de se livrer à la contrebande, il fournit désormais officiellement des pièces de rechange à la marine. Et moi, l'État m'a remboursé ma prime de retraite confisquée avec les intérêts. De plus, on m'a proposé le poste de contrôleur en chef de la marine, laissé vacant par Antoine, ainsi que la médaille du service distingué. Ai-je accepté? Non. Je leur ai répondu « Ma place n'est pas derrière un bureau, mais dans la salle des machines. » Aujourd'hui, j'ai ma propre petite entreprise, Bernard Danuschmann-Luc. On ne fait appel à moi que pour les pannes les plus difficiles et les plus insolubles. Je m'y rends, j'enfile ma combinaison, je colle mon tournevis à mon oreille et j'écoute ce clic. Mon tarif? 3 fois le salaire d'Antoine, et payable d'avance. Mais plus important que l'argent, personne ne m'appelle plus grand-mère. On m'appelle Oreille d'or. Et quand j'entre dans une pièce, les jeunes ingénieurs posent leur tablette et se lèvent. Ne croyez pas que cette histoire est terminée, car le monde regorge de héros qui ne se font pas entendre, mais qui accomplissent que leur travail en silence. Tout comme vous. Si vous avez été victime d'injustice, si vous avez été réduit au silence ou si votre talent a été sous-estimé, n'abandonnez pas. Attendez simplement le bon moment, et quand il arrivera, vous n'aurez pas besoin de faire de bruit. Il vous suffira de murmurer la vérité, car la vérité est plus forte que le cri le plus puissant. Je m'appelle Sophie Bernard, merci de m'avoir écoutée. Et maintenant, je vous pose la question. Si vous étiez à ma place, auriez-vous pardonné Antoine ou auriez-vous fait comme moi et l'auriez-vous achevé sur sa propre scène? J'attends vos réponses dans les commentaires. Au revoir.